Merci de m'avoir invité effectivement à présenter quelque chose que nous avons effectivement, qui nous tient tous à cœur, c'est comment agir, comment réagir, comment peut-être pro-agir, on va mieux comprendre ce que ça veut dire, face à ces questions de changement climatique. C'est peut-être une des rares vertus de cette année 2017 dont Marc Duvernay soulignait le caractère atypique et lanceur d'alerte. C'est en tout cas de peut-être reléguer aux poubelles de l'histoire cet horrible mot de climato-sceptique qui n'existe peut-être encore aujourd'hui qu'en américain et encore, j'espère, pour pas très longtemps. En tout cas, la filière viticole, elle est, je ne sais pas si elle est en marche, mais en tout cas elle est en route aujourd'hui vers la mobilisation. En tout cas, on va essayer de le montrer, et notamment en étant capable de se positionner par rapport à des visions d'avenir qui deviennent de plus en plus cohérentes et de plus en plus claires. La vision que l'on a, c'est en tout cas que le futur reste davantage à construire qu'à subir. C'est l'esprit que l'on a, qui était le nôtre quand on a... Comment ça marche ça? Voilà. Quand on a organisé une session avec une centaine de professionnels, l'initiative, vous reconnaissez peut-être les logos là, de tous les partenaires, et c'est quand même plaisant de voir que tout le monde est capable de s'unir dans la filière pour affronter ces grands défis. En tout cas, fin novembre dernier, vous voyez, il y a quelques semaines, on a essayé pas seulement de restituer, mais d'envisager ensemble les différents scénarios issus d'une recherche conduite et initiée par l'INRA, à laquelle Montpellier Supagro et bien d'autres participent, en même temps que 23 unités de recherche en France sur ces questions de changement climatique. À quoi pourrait ressembler donc la filière en 2050, compte tenu de ce changement climatique? Voilà les questions qui ont été débattues. À cette occasion-là, vous voyez une ambiance studieuse de travail, parce que ce n'est pas dans une situation simplement d'écoute, qui est nécessaire sans doute, mais qu'on pourra s'en sortir, mais bien plutôt dans une situation où chacun va pouvoir mettre la main à la pâte pour essayer d'agir sur ces questions. On a commencé par mettre les participants dans le contexte de ces enjeux du changement climatique. Je ne veux pas revenir dessus, mais vous savez que depuis un siècle environ, si on fait dater à peu près la période pré-industrielle, on a déjà augmenté d'1 degré. On va tout droit vers au minimum 2 degrés pour 2050. On n'ose plus croire même à 2,5 degrés, on finirait par trouver ça formidable, ce qui est déjà extrêmement problématique. Et on n'ose pas penser au scénario des 4 degrés qui reste possible et qui est là et complètement angoissant. Je ne suis pas venu pour vous angoisser, mais plutôt pour inviter à réagir. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a un spectre. Il y a un spectre de l'horrible. Et les 4 degrés, c'est probablement le spectre de l'horrible. En tout cas, on n'y est pas encore. On a en tout cas une responsabilité dans la filière vin. On a déjà pris cette responsabilité. Vous avez pris cette responsabilité en vous interrogeant sur les possibilités de limiter les gaz à effet de serre. Et surtout, on commence véritablement à rechercher comment s'adapter à ce changement climatique nécessairement. Alors on le connaît, déjà les manifestations, les modifications du régime des pluies qui vont plutôt s'intensifier, même si les modèles sont moins clairs que sur les températures. Sur la température, c'est très clair. Le régime des pluies, c'est beaucoup plus erratique, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une modification du régime à laquelle il faut s'attendre. Une inventée des stades phénologiques, ça vous connaissez bien, la date des vendanges, ça a été démontré tout à l'heure. La sécheresse, ce n'est pas la peine d'épiloguer quand on a connu cette année 2017, avec les baisses de rendement, les changements d'équilibre sucre-acide, d'autres plus doctes que moi peuvent expliquer ça. Nous, notre sujet, c'était plutôt d'envisager ensemble des futurs possibles, donc, dans un scénario climatique qui est reconnu comme médian, c'est-à-dire qu'on se place plutôt dans une situation de 2 degrés, dont je vous ai expliqué que c'était plutôt un scénario minimum. Autour de 2 degrés, le GIEC n'ose plus vraiment y croire, on se rabat plutôt sur 2,5 degrés aujourd'hui, mais en tout cas, on est parti déjà sur ce scénario qui déjà oblige de toute façon à réagir. Les leviers, on les connaît, on va les développer, ils sont d'ordre technique, d'ordre avec les pratiques œnologiques, pratiques à la vigne, d'ordre spatiaux. On peut toujours essayer de bouger un petit peu, ou beaucoup d'ailleurs, la localisation des vignes. Ils sont d'ordre également organisationnel. Il faudra probablement qu'on s'organise différemment dans ce contexte. Et réglementaire,
et c'est probablement la raison aussi de cette bonne interface qui existe depuis longtemps avec nos élus. La démarche prospective, donc je vous le disais, vous avez bien compris qu'en tout cas, il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais plutôt de le construire. C'est en tout cas ce que nous avons envisagé. Comment est-ce que l'on a raisonné cette affaire et comment on l'a présentée? Finalement, suivant deux axes. On s'est dit que dans tous les cas, probablement que d'une façon ou d'une autre, les grandes voies d'action vont être sur un axe horizontal qui va probablement mobiliser de l'innovation. On ne voit pas comment on s'en sortirait autrement qu'avec l'innovation. D'ailleurs, on n'a jamais fait que ça dans le monde viticole, quoi qu'on en dise, malgré les pesanteurs éventuelles qu'il faut souligner ici ou là, malgré les institutions qui peuvent parfois être un petit peu frileuses, parfois, mais en tout cas, on sait bien que la filière, depuis le phylloxéra, de toute façon, on s'en est sorti par l'innovation et s'en sortira par l'innovation. Et les prédictions, à ce moment-là, des Américains qui ont écrit il y a quelques années que 62% du vignoble français serait impropre à la production de raisins et de vins en 2050, se révéleraient exactes s'il n'y avait pas l'innovation. Donc, de toute façon, la question, ce n'est pas innovation oui non, c'est quelle ampleur, quelle nature d'innovation. Donc, on a établi un modèle dans lequel on partait de pas d'innovation du tout, ce qui n'existe pas, parce que le vigneron lui-même, tous les jours, il innove. Il n'a pas besoin de la recherche, d'ailleurs, pour faire ça. Et puis la recherche, heureusement, est là aussi pour l'aider, mais pas seulement la recherche publique, la recherche privée, et puis les organisations, l'institution de la filière participent toutes à leur niveau à cette innovation. Ça peut aller de la modification de densité, l'irrigation, on l'a évoqué, et puis même des mots qui fâchent. En prospective, on ne s'interdit pas des mots qui fâchent, en matière de biotechnologie, en matière éventuellement de choses qui sont aujourd'hui impensables parce que irrégulières, c'est-à-dire illégales, mais peut-être qu'un jour ou l'autre, en tout cas, l'art de la prospective, c'est de ne rien s'interdire. L'autre axe vertical, c'est celui qui dit que c'est possible, parce que ça se fait déjà, parce que d'autres le font, parce que personne ne s'interdit d'y penser. Il faudra envisager peut-être des petits déplacements ou des moyens déplacements ou des grands déplacements. Les petits déplacements, vous les connaissez, c'est comment on va rechercher peut-être un peu plus de fraîcheur quand on va replanter sa vigne dans des zones où on va peut-être avoir des réserves en eau plus évidentes, un peu plus de fraîcheur en montant un petit peu. Et puis ça peut être monter un petit peu plus dans l'appellation à quelques kilomètres. Et puis ça peut être aussi, les journalistes adorent ça, envisager, entre guillemets, pas du champagne, mais des choses qui ressembleraient en Angleterre, etc. Ça le mérite en tout cas, et c'est un des mérites aussi de ces journalistes, de faire réfléchir et de brandir des spectres. En tout cas, vous voyez bien que ça détermine 4 grands types de scénarios qui sont pour nous des scénarios intéressants à réfléchir. Un scénario conservateur, dans lequel on ne bouge pas beaucoup et on n'innove pas beaucoup. Un scénario innovant dans lequel on ne bouge pas beaucoup, mais on va innover. Un scénario nomade dans lequel on ne va pas innover beaucoup, mais on va bouger. Et un scénario libéral dans lequel l'aventure de l'innovation conjointe au déplacement va être probablement contemporain de grands changements institutionnels et de la connaissance. Sur la connaissance. En gros, je passe très vite, on a pour ça établi un canevas, mais là je ne vais pas le développer, avec des changements du contexte général qui voit de la prise de la politique de santé, Marc Darnet en parlait, la santé publique, position des pouvoirs publics par rapport à l'alcool, par rapport au vin, la préservation de l'environnement, les outils de financement de la recherche par l'État ou pas, la gestion planifiée de l'espace viticole, mais aussi